Donc, moi, je vais vous parler du projet OpenStreetMap ou OSM, c'est plus simple à dire, je vais dire OSM pendant la présentation. Qu'est-ce que c'est? Xavier en a glissé un mot, en fait, là, c'est un projet de données libres. Donc, c'est un peu, ça va dans la mouvance de la culture libre, les logiciels libres, les données ouvertes, des termes que vous avez peut-être déjà entendus. C'est l'idée, en fait, d'avoir des données cartographiques en libre accès. Et donc, qu'est-ce que c'est OSM? À la base, c'est un projet qui était piloté par la fondation OpenStreetMap dans le début des années 2000. C'est des gens, en fait, qui sont réunis puis qui ont eu un projet un peu fou en se disant ce serait intéressant qu'on ait une carte que tout le monde peut posséder, donc qui appartient pas uniquement à des entreprises privées qui ont des intérêts financiers, parce qu'ils étaient préoccupés, en fait, que des entreprises puissent un peu dicter l'état de la cartographie, parce qu'évidemment, si tout le monde possède un service de cartographie, tout le monde peut venir ajouter de l'information, tout le monde peut venir corriger des erreurs, mais aussi on peut parvenir à des consensus sur des vérités cartographiques. Ça, c'est l'aspect un peu plus philosophique, là. Une carte, c'est une représentation du monde. Si quelqu'un décide pour vous la représentation du monde que tout le monde va partager, ben, ça lui donne beaucoup de pouvoir. Donc, c'était un peu l'idée qui était derrière le démarrage du projet OpenStreetMap. Donc, ce qui est important de comprendre de OpenStreetMap, c'est que c'est avant tout une source de données. Donc, c'est pas une carte en tant que telle, c'est pas non plus un service de carte comme Google Maps est un service de carte, comme on a vu tout à l'heure. C'est donc une base de données qui peut être interrogée par des applications, par des sites web, par ce que vous voudrez développer finalement qui nécessite des données cartographiques. Comme je disais, ces données-là sont disponibles pour des services tiers. On va en voir quelques-uns tout à l'heure. Donc, c'est aussi disponible pour des services qui n'existent pas encore, parce que puisque c'est une licence ouverte et que ces données-là sont accessibles, des gens pourraient décider demain matin de partir un service cartographique ou une application qui irait chercher ces données-là. Donc, c'est disponible pour tous. Au niveau de la gestion de comment ça fonctionne, les contributions, les révisions, tout ça, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous êtes familier avec le fonctionnement de Wikipédia. Qui ici a déjà contribué à Wikipédia? 3-4 personnes? Oui. OK. Ou en ligne, peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont déjà contribué. Donc, souvent, on a décrié Wikipédia comme étant une encyclopédie pas fiable parce que n'importe qui pouvait aller écrire n'importe quoi. Mais il y a un système de révision où les gens peuvent détecter du vandalisme ou des faits qui sont faux, qui sont mis sur les articles parce que les gens font des suivis d'articles. Donc, c'est une espèce de communauté qui s'autogère finalement. Puis c'est un peu le même principe avec OpenStreetMap. Si vous allez ajouter un bâtiment loufoque qui n'existe pas au milieu de l'eau, quelqu'un va rapidement s'en rendre compte pour corriger le problème. Donc, c'est pas centralisé comme gestion, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, ce qui est intéressant du projet, c'est que comme c'est des données ouvertes, il est possible d'aller chercher d'autres sources de données ouvertes, puis de les importer dans OpenStreetMap. Donc, vous avez sûrement entendu parler de gouvernance ouverte, données ouvertes. C'est très en vogue en ce moment. Les gouvernements ont tendance à vouloir libérer leurs données, autant au niveau municipal, autant au niveau régional que provincial. Donc, c'est intéressant de voir ces données-là s'ouvrir parce que ça ouvre des possibilités assez importantes dans le projet OpenStreetMap. C'est aussi un projet qui est en croissance. Ici, j'ai des graphiques. On voit peut-être pas bien les chiffres, mais en gros, ici, c'est le graphique du nombre d'utilisateurs enregistrés qui ont fait une contribution sur OpenStreetMap. Donc, depuis 2005, on voit que ça a augmenté jusqu'en 2016. En fait, le graphique va jusqu'à 2016. On est près de 800 000 personnes qui ont contribué au moins une fois à OpenStreetMap. Puis en bas, pour avoir une idée plus active, parce qu'évidemment, dans le premier graphique, il peut y avoir des utilisateurs qui ont fait une contribution en 2005 puis qui n'ont jamais recontribué par la suite. Le deuxième graphique, c'est le nombre de nouveaux contributeurs par mois. Donc, nouvelles personnes qui s'inscrivent et qui font une contribution à chaque mois.
On remarque qu'en 2016, pour une raison qui m'échappe pour l'instant, il y a un pic qui s'est passé. Donc, il y a un engouement, c'est certain, pour ce projet-là. Puis c'est intéressant, là, dans le fond, on est rendu à 20 000 nouveaux contributeurs par mois. J'ai pas les données pour 2017, ça arrêtait là. Mais sinon, il y a également 40... En fait, on calcule autour de 40 000 contributeurs actifs, c'est-à-dire qu'ils font régulièrement des contributions. Donc, c'est l'espèce de noyau dur au niveau mondial de contributeurs d'OpenStreetMap. Donc, qui utilise OSM? Donc, il y a peut-être des logos d'entreprises qui vous surprendront ici. Ici, on a Apple, entre autres, qui utilise en partie les données de OSM pour son service de cartographie Apple Maps, particulièrement dans les endroits où Apple possède peu de données. Donc, ils vont compenser en utilisant le service OpenStreetMap qui est plus détaillé que ce que Apple possède pour l'instant. Facebook utilise aussi OpenStreetMap pour leur Live Map, qu'ils appellent. C'est une carte où on voit en fait la géolocalisation de l'ensemble des live streams, des diffusions en flux continu comme ce qu'on est en train de faire en ce moment sur YouTube. Donc, il est possible, ils utilisent le fond de carte OSM pour représenter ça. Mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, ils utilisent principalement le service de cartographie Here pour géolocaliser sur Facebook. Les Nations Unies utilisent beaucoup OpenStreetMap dans des projets de développement. Même chose pour Médecins sans frontières. En fait, Médecins sans frontières, c'est assez particulier. Ce qu'ils ont fait, ils ont développé un groupe qui s'appelle le Humanitarian OpenStreetMap Team, le HOT, le HOT. C'est des gens qui... c'est une espèce de task force qui se réunissent quand il y a des catastrophes naturelles, par exemple. Ça peut être un séisme en Haïti ou au Népal. Ils vont donc sonner un état d'urgence. Les gens vont se réunir sur Internet pour cartographier ces régions-là qui sont touchées par les désastres. Puis ça permet en fait à l'aide humanitaire d'intervenir plus rapidement, de façon plus efficace, savoir où sont les poches de population. Puis donc c'est un projet. Vous pouvez vous-même aller vous inscrire sur HOT, puis aller contribuer. Pas plus tard que hier, en fait, j'étais en train de cartographier des huttes au Sud-Soudan. J'ai essayé leur service, puis c'est très efficace. Donc, beau projet tiré de OSM. Au niveau commercial, il y a aussi les pages jaunes, le site canadien particulièrement, qui utilise OpenStreetMap. Donc là, ça devient intéressant au niveau des entreprises ou des services finalement à la population qui voudraient être référencés sur des sites comme les pages jaunes. Même chose pour Foursquare, qui est un réseau social de géolocalisation. Donc, vous allez sur Foursquare, vous avez la carte d'OpenStreetMap, vous cherchez un commerce. Ils ont optimisé la carte, évidemment, à partir des données OpenStreetMap pour l'utilisation de commerce, café, services, loisirs et compagnie. Puis ça a au-dessus de 40 millions d'utilisateurs, donc c'est quand même assez gros. Au niveau plus local, si on veut, il y a la Société des transports de Montréal qui utilise OpenStreetMap sur leur site web quand on veut faire des trajets de transport en commun, par exemple. Ils vont utiliser ça. Ce qui est intéressant avec la Société des transports de Montréal, c'est que la licence des données OpenStreetMap fait en sorte que si vous voulez les utiliser, puis ajouter des données comme des trajets de transport en commun, d'autobus, comme par exemple vous pourrez faire le régime ici, en Gaspésie, et aux îles. Dans le fond, vous devez contribuer ces données-là au projet lui-même. Donc, ça ne fait qu'enrichir l'ensemble des données qui sont disponibles sur le projet. Il y a aussi la route verte qui utilise les fonds de carte d'OpenStreetMap pour présenter la piste cyclable bien connue. Finalement, Wikipédia, dont on a parlé, de plus en plus, on voit des articles qui sont géoréférencés. Donc, si vous cherchez, par exemple, Chandler sur Wikipédia, vous allez voir en haut à droite des coordonnées géographiques. En cliquant dessus, il y a une fenêtre qui apparaît qui utilise OpenStreetMap et qui va vous présenter, dans le fond, la localisation du sujet de l'article, finalement. Puis Mapbox, c'est une compagnie qui offre des services. Eux vont prendre les données d'OpenStreetMap, faire des belles cartes avec des spécialisations que vous pouvez demander en tant qu'entreprise, par exemple. Puis ils vont vous tarifer, dans le fond, à l'utilisation, un peu comme le fait Google.
mais ça va être à partir des services de OpenStreetMap. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? OK. C'est important de comprendre que, d'abord j'ai dit OpenStreetMap est une base de données et non un service. Les services découlent de cette base de données-là. Puis ensuite, j'ai parlé beaucoup de culture libre, du mouvement Creative Commons, tout ça. C'est important de comprendre que les données d'OpenStreetMap ne sont pas libres de droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Il y a un droit d'auteur qui est associé à ça. Par contre, c'est un droit d'auteur très large. C'est-à-dire que quand vous allez voir une carte OpenStreetMap, vous allez souvent voir en bas à droite le copyright OpenStreetMap Contributors. Donc ça regroupe l'ensemble des personnes qui ont contribué au projet depuis qu'il existe. Puis c'est la façon de reconnaître en fait le travail de tout le monde sur OpenStreetMap. Puis c'est obligatoire en fait, si vous voulez publier ou utiliser dans votre application ces cartes-là, il faut l'indiquer. C'est la seule exigence finalement qu'OpenStreetMap a par rapport au droit d'auteur. Donc, en quoi c'est intéressant d'utiliser OpenStreetMap en Gaspésie-de-la-Madeleine? D'abord, il y a une occupation humaine qui est assez facile à cartographier, au sens où on a la chance d'avoir un immense territoire où il n'y a pas tant de bâtiments que ça, donc on peut rapidement effectuer une cartographie. Donc, l'envers de la médaille, c'est que comme il y a une plus faible densité de population, il y a moins de gens qui peuvent contribuer. Donc, si vous allez voir sur OpenStreetMap dans une grande ville, comme Berlin par exemple, vous allez voir une quantité de données absolument phénoménale, jusqu'à chaque arbre qui est dans les rues, quelle essence d'arbre c'est assez c'est très précis, c'est beaucoup plus dense comme données que ce qu'on trouve sur Google Maps par exemple. Donc c'est ça, on a la chance d'avoir un territoire qui peut se cartographier rapidement. L'afflux touristique important, on en a déjà parlé. C'est sûr que la cartographie est d'autant plus importante quand on a des gens de l'extérieur qui viennent visiter un endroit, mais ils vont s'identifier sur des cartes. Les activités de plein air à mettre en valeur, souvent ça se fait dans des endroits reculés, les sentiers, les pistes de ski, pardon, les chutes que vous pouvez trouver, les rivières, tout ça. Donc c'est des endroits où les Google Trek, par exemple, n'iront pas nécessairement rapidement si c'est très reculé. Donc on a la chance de pouvoir prendre ça en main par nous-mêmes, puis aller dans ces endroits-là reculés pour les présenter sur OpenStreetMap et faire découvrir en fait le territoire aux gens qui sont intéressés. Donc ça aussi on l'a vaguement mentionné, mais les gros joueurs comme Google, Apple, Here ou d'autres services de cartographie vont mettre à jour moins fréquemment les régions moins densément peuplées, donc c'est malheureux, mais moi ce que j'amène comme réponse à ça, c'est il existe des services comme OpenStreetMap où on peut nous-mêmes mettre à jour de façon constante les informations, donc pourquoi ne pas en profiter et faire de la cartographie libre en Gaspésie-de-la-Madeleine. Sinon, pour la question des coûts liés au nombre de requêtes, au fond, c'est que si vous êtes une entreprise et que vous voulez utiliser de la cartographie dans votre application ou votre site web et que vous prenez les services de Google, par exemple, il y a un certain nombre de requêtes maximales, c'est-à-dire un nombre de visites maximales avant que les gens peuvent utiliser avant que vous ayez à payer quelque chose à Google. C'est un chiffre assez impressionnant. Il faut être un très gros service pour devoir payer à Google. Moi, je voulais juste mentionner qu'avec OpenStreetMap, c'est possible d'héberger vous-même ces cartes-là parce que vous pouvez télécharger finalement le contenu. Donc ça peut se faire sans coût relié à part l'hébergement puis le service. Au niveau des applications mobiles, il y en existe plusieurs qui vous permettent de consulter, naviguer, faire des trajets sur OpenStreetMap. Donc, j'en mentionne deux ici parce qu'ils sont libres, donc gratuites et vous pouvez les trouver facilement sur Google Play ou Apple Store. Donc, il y a Osmond et Maps.me que j'ai essayé en fait les deux, puis ça fonctionne très bien. Ce qui est intéressant, c'est que avec ces deux applications-là, vous pouvez à la fois naviguer, mais vous pouvez aussi éditer les cartes directement, donc signaler que
il manque un élément sur la carte à tel endroit, puis un contributeur va pouvoir corriger la situation. Vous pouvez vous-même ajouter des lieux ou des tracés. Donc, on va en parler plus tard d'ailleurs, les traces GPX qui permettent de suivre des tracés de sentiers, de routes, de rivières, quand vous vous promenez avec votre GPS sur ces chemins-là. Il y a aussi beaucoup de projets connexes. J'irai pas en détail sur chacun d'eux, mais ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve avec Google. Donc, il y a Mapillary, qui est un peu l'équivalent de Google Street View. C'est des contributeurs bénévoles qui mettent des caméras dans leur voiture, par exemple, qui vont prendre des photos de manière régulière sur la route pour ensuite les mettre sur OpenStreetMap. Donc, à partir de ça, on peut accéder un peu à ce que Street View offre. Il y a peu de terrain qui est couvert actuellement, c'est surtout dans les villes, mais c'est appelé à se développer. La cartographie 3D, c'est intéressant. De plus en plus, il y a des applications qui permettent de modéliser en 3D les bâtiments qui sont indiqués dans OpenStreetMap. Il y a même des gens qui développent des jeux vidéo à partir de ça, en modélisant des vraies villes ou des vrais endroits qui sont cartographiés. Imagerie aérienne par drone, c'est... En fait, comme vous allez voir tout à l'heure, pour cartographier sur OpenStreetMap, on se sert beaucoup d'imagerie satellite qui sont mis à disponibilité. Donc, il y a des gens qui ont commencé à diffuser des images prises par drone pour faciliter la cartographie à partir des airs. Puis la cartographie intérieure, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est de pouvoir cartographier par niveau de bâtiment, par exemple, puis mettre des détails comme ça. Donc, tout ça existe aussi dans OpenStreetMap. Il y a aussi la personnalisation de cartes, comme on voyait avec le festival, je pense à San Francisco, avec Google Maps. C'est un peu la même idée. Vous pouvez faire des événements ponctuels, puis les cartographier sur le logiciel UMAP. D'ailleurs, il y a un site qui permet de faire ça très facilement. C'est le site framacarte.org, si jamais vous voulez faire des cartes personnalisées. Moi, je m'en suis servi pour montrer des trajets que j'ai faits à des amis. Vous pouvez les tracer, puis ensuite les envoyer. C'est assez simple. Donc, question, avant qu'on aille voir à quoi ça ressemble réellement. En ligne, tout va bien? Parfait. Donc, voyons comment contribuer. Donc, je vous inviterai, si vous avez un ordinateur devant vous, à aller sur le site openstreetmap.org. Ouais, il est écrit au tableau. Puis, sur les iMac, c'est supposé d'être déjà ouvert. Il y a Google Maps et OpenStreetMap, les deux onglets. Donc, en fait, les choses sont bien faites. Là. Il y a un tutoriel qui existe pour présenter comment éditer OpenStreetMap. Mais je vais commencer par vous montrer un peu de quoi ça a de l'air. Donc, je vais fermer la petite fenêtre ici. OK, on est au Québec. Donc, c'est assez similaire là, à Google Maps, mais comme je vous disais, c'est vraiment la base de données qui vous est présentée ici. C'est pas fait pour être un service cartographique, mais ils ont mis quelques fonctionnalités, comme par exemple la navigation ici. Vous pouvez aller d'un point A à un point B, soit en voiture, à pied, mais c'est des fonctionnalités que vous connaissez qui sont disponibles sur Google Maps. Maintenant, pour voir comment éditer, puis à quoi ça ressemble, éditer sur OpenStreetMap, il faut s'inscrire, donc il faut créer un compte. En haut à droite, il y a un bouton s'inscrire. Donc, vous avez simplement à entrer votre adresse courriel. Puis ensuite, vous allez recevoir un courriel, puis il va y avoir un lien à suivre pour vous connecter. Moi, je vais aller me connecter. OK, donc une fois que c'est créé, vous devez... dans le fond, ici, vous voyez un bouton modifier en haut à gauche. Là, il est grisé parce qu'on est trop dézoomé finalement. Donc, il faut zoomer sur une région particulière. Moi, je vous inviterais à aller, dans le fond, dans la région de Chandler, comme on est à côté. Jusqu'à temps que le bouton modifier vous permette d'y aller finalement. Donc, une fois que le bouton modifier est apparu, vous pouvez cliquer dessus.
Donc, il y a une fenêtre qui va ouvrir. Puis, vous avez le choix à gauche, commencer le tutoriel, ou à droite, éditer. Donc, je vous invite à cliquer sur commencer le tutoriel. Est-ce que tout le monde est rendu là? Besoin de plus de temps? C'est beau? OK. Donc, ici, vous avez... donc, on vous présente comment faire glisser la carte. Donc, juste déplacer la carte devant vous, là. C'est un peu la base. Donc, vous cliquez, vous déplacez. Le tutoriel détecte que vous l'avez fait. Ensuite, on passe aux éléments cartographiques. Donc, ce qu'il faut comprendre sur OpenStreetMap, c'est qu'il y a 3 éléments cartographiques principaux. Donc, vous avez le point, la ligne et le polygone. Tout à l'heure, pendant la présentation sur Google Maps, on demandait est-ce qu'on peut ajouter des bâtiments qui manqueraient, par exemple. Ben non, on ne pouvait pas le faire sur Google Maps, mais on peut le faire en tant que polygone sur OpenStreetMap. On va voir comment dans un instant. Donc, on doit cliquer sur le point qui est ici, qui est à l'intersection des 2 rues. Donc, une fois que cette étape-là est là, vous voyez un panneau apparaître à votre gauche. C'est le panneau qui vient définir l'élément point sur lequel vous avez cliqué. Donc, vous pouvez refermer cette fenêtre-là avec le X. Tout ça est écrit là aussi sur la bulle. On ferme. Ensuite, on vous indique qu'on peut rechercher des éléments. Donc ici, on a l'option pour rechercher des éléments sur la carte. Ici, on vous demande de rechercher la rue Curie. Donc, il faut simplement écrire rue Curie. Puis on vous donne, dès que vous écrivez rue, en fait, on vous donne des options. Donc, le OpenStreetMap détecte que sur la carte que vous avez devant vous, il y a la rue Curie, rue de l'égalité, rue de la fraternité. Donc, vous pouvez aller sur rue Curie en cliquant dessus. Non, c'est un exemple fictif. Là. Okay, ouais. Ça n'existe pas cet endroit-là, c'est vraiment un tutoriel. Non, c'est ça, on n'est plus à Chandler, mais on va y revenir tout de suite après. Donc, on a sélectionné la rue Curie. Donc, on voit ici que c'est une route résidentielle. Maintenant, on peut refermer la fenêtre. On nous indique que les points sont utilisés pour... ça peut être un magasin, un restaurant, un monument, etc. Donc, on va cliquer sur point. Pour pouvoir en ajouter un. Le point peut être placé en cliquant peu importe où sur la carte. Donc, ça peut être ici. Vous voyez mon point qui apparaît. Ensuite, il faut définir qu'est-ce que c'est que ce point-là. Donc, on vous donne un onglet de recherche. Par exemple, si vous voulez que ce soit un restaurant ou un café, vous pouvez écrire restaurant ou café. Dans ce cas-ci, c'est un café. Puis là, on vous donne l'option de cliquer sur café. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? OK. Donc ensuite, on peut ajouter un nom au café. On va l'appeler le café central. C'est l'exemple qu'il donne. Puis, une fois que c'est ajouté le nom du café, vous pouvez cliquer sur le bouton juste ici. OK, donc vous avez ajouté un point café. Il apparaît maintenant ici. Ensuite, on peut maintenant sélectionner le point qui vient d'être créé. On peut changer le nom. Avec un Z, par exemple. On coche. Donc voilà. Donc là, on a créé un point, on l'a édité, on a changé le nom. Donc on reclique. Maintenant, si on veut supprimer un point, par exemple, s'il y a quelque chose qui n'existe plus sur la carte, on clique dessus, il y a une petite poubelle qui apparaît à côté. Donc, vous cliquez dessus, puis c'est supprimé. Ça va? Il y a des questions? Ou, Je me demandais comment je faisais pour voir la couche satellite. Ok, ben on va voir ça dans pas long. Donc maintenant, on va voir les polygones. On a vu les points, les polygones. Donc, les polygones, c'est un ensemble de nœuds pour former une forme, finalement. Sur Apple, c'est possible de faire une édition comme ça? Ou, Non, plus simple que ça. Ah oui, ok. Oh, oui.
C'est pas comme sur Google, juste signaler des choses ou. Ok, je savais pas. J'avoue que j'ai jamais essayé les outils Apple. Donc, ce qui nous amène à faire ici, c'est de venir faire une forme autour du terrain de jeu qui est là. Donc, il y a un ensemble de points. Je vais le faire grossièrement, c'est juste pour la démonstration. Quand vous finissez votre polygone, il faut juste recliquer sur le dernier point. Puis ça vient fermer la forme que vous avez créée. Donc là, vous avez créé le terrain de jeu qui est ici. Vous pouvez chercher jeu pour enfants. Donc il va apparaître ici. Et donc, vous cliquez ici. Donc là, vous avez créé un polygone qui représente un terrain de jeu pour enfants. Dernier élément, c'est les lignes qui représentent des chemins et des routes ou des chemins de fer ou des rivières. Donc, vous cliquez sur ligne. Donc, si vous pouvez cliquer sur l'extrémité de la route, on voit ici. Puis, comme vous voyez ici, il y a les lignes blanches en bas sur les côtés. Ici, c'est une route qui n'a pas été cartographiée. Donc, en ajoutant 2 points qui vont faire une ligne, vous pouvez ajouter la route qui manque. Donc, il faut toujours recliquer sur le dernier point. Élément routier. Donc, ça semble être une route résidentielle de ce qu'on peut voir sur l'image satellite. Donc, route résidentielle. On donne un nom à la route. On va l'appeler route résidentielle. On confirme avec le crochet. Puis voilà, ça c'est le tutoriel dans le fond qui est offert par OpenStreetMap pour débuter la cartographie. Est-ce que ça va pour ça? Super. Donc par la suite, on vous invite à commencer